Comme tu as dit, je suis avocat spécialisé en fiscalité, basé à Paris. Mon cabinet intervient en expatriation fiscale, pas uniquement vers Israël, mais dans de nombreux cas vers Israël. Et on a une vision extrêmement large des dossiers qui concernent Israël parce qu'on voit passer une grande majorité des dossiers. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Parce que lorsqu'on nous interroge, Israël, c'est, on va dire, au moins 2 consultations par semaine. Il y a vraiment une très mauvaise compréhension du régime de l'ALIA, des risques, des avantages. Et d'abord, il faut partir d'un principe simple, c'est que l'expatriation fiscale ne signifie pas obligatoirement avantages fiscaux. Et ce n'est pas parce que vous bénéficiez au regard d'Israël avec la loi du retour du régime de l'Alia et de l'Olé-Radash, vous pourriez bénéficier d'une situation fiscale meilleure. Il se trouve, et nous on fait à chaque fois des simulations pour nos clients, que dans un certain nombre de cas, la situation est moins favorable. Mais indépendamment de ça, et c'est par ça que je vais commencer, on a des sujets de risque. Le risque, pourquoi? Parce que ce qui importe avant tout, c'est de déterminer la résidence fiscale. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre fiscalité future dépendra du fait que la France ou Israël considèrent que vous soyez résidents fiscaux. C'est la pierre angulaire de la fiscalité internationale, la résidence fiscale. C'est un peu comme la nationalité. C'est-à-dire qu'en fonction de votre résidence fiscale, on va dire, est-ce que vous êtes totalement imposable en France, totalement imposable en Israël? Ce qui m'amène à faire une première remarque, c'est que ce sujet-là, en réalité, ne concerne que la France. C'est simple. En Israël, sauf avoir une activité israélienne, mais du coup, vous allez dépendre d'un régime purement israélien. En Israël, le régime de l'ALIA, contrairement à d'autres pays, par exemple, contrairement au Portugal, il est plutôt basique. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes exonéré sur les revenus de sources étrangères. Au Portugal, on vous dit quoi? On vous dit, vous êtes exonéré sur les revenus de sources étrangères. Alors, il y a des exceptions, mais si vous avez des revenus de source du pays, c'est plafonné à 20%. En Israël, ce n'est pas le cas. Il y a de légers avantages si vous venez de faire votre alia, mais vous allez vite rejoindre, pour les revenus de source israélienne, la fiscalité israélienne. Or, ce qu'on voit, nous, principalement, c'est que le Français qui fait son alia, on va dire à 60%, il est retraité, donc, et à 60%, il n'a donc des revenus que de source française. Et lorsqu'il n'est pas retraité, dans les 40% d'actifs qui partent, il y a les 2/3 qui conservent des revenus de source française. Contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, lorsque le Français va en Israël, il conserve des revenus de source française. Et donc, ça veut dire quoi? Moi, je vois souvent des personnes revenir en me disant « mais en Israël, j'ai vu tel avocat, tel expert comptable qui m'a expliqué ». Et je leur dis « non, et ce qu'on vous a expliqué, c'est n'importe quoi » parce que la vision de l'ALIA, pendant 10 ans, elle ne se passe pas du tout en Israël, elle se passe en France. Votre risque, il est en France. Il n'est absolument pas en Israël. Et d'ailleurs, la fiscalité qui peut exister, continuer à perdurer, elle va exister en Israël, en France, et pas en Israël. En Israël, qu'est-ce qui se passe? Il y a un seul sujet aujourd'hui, et on voit même une évolution, c'est que on vous dit, il faut que vous restiez au moins 6 mois dans le pays. Souvent, mes clients me disent, ah oui, mais il y a la règle des 6 mois. Non, mais la règle des 6 mois, en réalité, c'est une vision israélienne. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale israélienne. Israël se pose à aucun moment de savoir si vous êtes résident ou pas résident. Dans la mesure où vous avez fait votre alia, ils partent du principe que vous allez être résident. Sauf qu'ils ont compris depuis un certain nombre d'années que
les Européens et les Anglo-Saxons prenaient le passeport israélien, faisaient des allers-retours, et donc ils ont commencé effectivement à mettre cette disposition en disant « si vous voulez la sécurité sociale israélienne, il faut rester au moins 6 mois ». Mais ce n'est pas une problématique fiscale. C'est une problématique interne de droit social, de protection sociale. Et donc, la notion de la résidence fiscale, on va toujours l'analyser sous le prisme de la convention fiscale entre la France et Israël. Alors, quand on regarde le mécanisme de la convention fiscale, on va voir qu'on a des critères plutôt classiques qui reviennent dans le cadre de l'article 4 de la Convention et qui sont des critères, on va dire, les critères de la Convention type OCDE. Foyer d'habitation permanent, sans des intérêts vitaux, durée du séjour. Alors, on vous a mis volontairement une petite phrase à côté du séjour. Habituellement, on parle de plus de 183 jours par an. Il se trouve que la jurisprudence française ne fait pas du tout ce calcul. Nous, en fonction de l'analyse des caractéristiques de client, on va lui expliquer vous ne pouvez pas passer plus de 5 mois, vous pouvez passer 6 mois ou plus en France. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à aucun moment, et je vais vous dire, je crois qu'à part la convention fiscale entre la France et le Qatar, aucune convention fiscale signée par la France, et même dans la convention type OCDE, on ne fait référence à une durée déterminée. Vous pourriez être 5 mois en France et que la France considère que vous soyez résident fiscaux français. Donc, ne regardez pas cet élément-là avec une comptabilisation des jours. L'analyse primaire qui est de dire 6 mois, elle n'est pas suffisante dans le cadre d'un contrôle fiscal parce qu'on va analyser la totalité des éléments. Par exemple, votre foyer d'habitation. Alors, il y a un critère vraiment qu'on ne regarde jamais, parce que, et notamment avec Israël, puisque vous allez avoir ce sujet-là, c'est que, par définition, si vous êtes sous le régime de l'ALIA, très souvent, mais pas exclusivement, très souvent, vous allez avoir la double nationalité. La nationalité est quasiment jamais un critère en fiscalité internationale. Alors, pourquoi on a des risques? J'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement dans d'autres webinaires, notamment des webinaires organisés par mon cabinet. On a aujourd'hui une chasse entre l'administration fiscale française et le régime de l'ALEA qui a donné lieu à une première décision du tribunal administratif en 2020, une deuxième, un arrêt de la Cour administrative de Toulouse d'octobre 2022. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe? On a un sujet, et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention sur l'application ou non de la convention fiscale. Pour faire simple, dans la convention fiscale, on vous explique, en article 4, que pour bénéficier de la convention, il faut être résident. Et on détermine le résident comme celui qui a des revenus et qui est imposé en Israël sur ses revenus mondiaux. Or, c'est en totale inadéquation avec le régime de l'ALEA. Donc, on ne peut pas, au vu de cette lecture, se pose certaines difficultés. Alors, que nous, on arrive à contourner par certains biais des critères de revenus de nos clients. Alors, par contre, Rachel, moi, j'ai un retour son. Faut que tu fasses couper le son. Alors, voilà. Donc, on a ce sujet-là sur la décision de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Normalement, la convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont imposées sur leurs revenus mondiaux en Israël. Les revenus mondiaux, par définition, ce sera au terme des 10 ans de l'ALEA. Alors, on a une décision un peu surprenante qui vient de sortir, et c'est l'arrêt de la Cour d'appel, qui dit que dans le cas présent, ça concernait des retraités français vivant en Israël qui n'avaient que des revenus de source française.
Et la Cour d'appel considère que dans la mesure où les retraites sont potentiellement imposées en Israël, on n'a pas ce sujet-là. Et donc, on considère que ce critère de l'article 4.2 est déjà rempli. J'ai eu l'occasion de le dire qu'on va vraisemblablement avoir un arrêt de principe du Conseil d'État. Alors, cet arrêt de principe, soit il confirme cette décision et effectivement, le sujet sera plutôt traité, soit il ne confirme pas. Alors, c'est plutôt moi, ma position, parce que lorsqu'on regarde les décisions du Conseil d'État vis-à-vis des régimes de faveur au Royaume-Uni ou par exemple sur les caisses de retraite allemandes, ou même des décisions concernant la convention fiscale entre la France et la Chine, on voit qu'il y a un vrai sujet dans cette convention fiscale et le régime de l'ALIA, pour moi, bloque à ce niveau-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'un résident fiscal ne peut pas partir, résident fiscal français ne peut pas aller en Israël sous le régime de l'ALIA sans bénéficier de cette convention. Il y a un certain nombre d'éléments, mais c'est un élément de risque et il faut en tenir compte au moment du départ. Donc, en fonction de vos niveaux de revenus, est-ce que vous êtes retraité, pas retraité? Est-ce que vous avez des revenus fonciers de source française, source israélienne ou d'autres sources? De votre patrimoine, où se trouve votre patrimoine? Est-ce qu'il est mobilier? Est-ce qu'il est placé en France, en dehors de France, en Israël? On va être amené à faire des préconisations qui vont permettre de vous protéger dans le cadre du départ. Mais on a un vrai sujet de risque. Et encore une fois, ce sujet de risque, et vous le voyez, hein, on n'a jamais eu une décision d'un tribunal israélien, parce que le tribunal israélien, de toute façon, il importe peu, il n'est pas compétent. Et vous pourrez avoir ce qu'on appelle un ruling du fisc israélien, ça ne servirait à rien. Car il y a un mécanisme dans le cadre de la convention fiscale entre Israël et la France où on a une possibilité de résoudre les problèmes, mais ça passe avant tout par un redressement en France. Donc, encore une fois, ces sujets sont purement français. N'essayez pas d'apporter une réponse israélienne. Moi, je vois dans des dossiers que je récupère où on me dit ah ben, regardez, on m'a fait tel document en Israël. Et puis la France, elle vous dit ben, non, moi, je n'ai pas besoin de ces documents parce que de toutes les manières, j'ai une visibilité suffisante sur ce qui se passe en France. J'arrive à comprendre, et donc c'est des sujets où faire attention, par l'utilisation des comptes bancaires, par le fait de retirer des recommandés à la poste et par l'utilisation de téléphones qui bordent en France constamment, ou pas, hein, du caractère de résidence fiscale. Alors, les nouvelles technologies sont extrêmement sévères parce qu'avant, l'administration se contentait de prendre la consommation électrique d'un domicile. Maintenant, on est bien au-dessus. Il y a notamment deux éléments nouveaux qu'on voit apparaître dans les contrôles fiscaux et je l'ai vu, moi, sur des dossiers israéliens. Premier élément, il se trouve que la base mondiale de réservation des billets d'avion appartient à une société française qui s'appelle Amadeus. Et donc, l'administration fiscale française va maintenant demander, en donnant des noms, demander l'utilisation et quels sont les billets d'avion. Alors, l'administration n'est pas tout à fait naïve. Le fait d'avoir des billets d'avion entre Tel Aviv et Bruxelles ou Tel Aviv et Genève lui laisse penser que ces personnes viennent en France. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, je l'ai vu récemment dans un contrôle fiscal, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'à force de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, faut quand même se douter que l'administration les utilise. Alors, je parle des réseaux sociaux ouverts. C'est-à-dire que si votre Facebook, Instagram est ouvert au public, s'il est fermé, l'administration n'a pas le droit d'utiliser ces données. Donc, voilà, premier élément que je voulais vous dire. Attention, il existe un risque au niveau du régime de l'ALEA. Ce sujet ne concerne que les tribunaux français et ne pensez pas qu'en ayant un document israélien, ça va vous sauver. Moi, j'ai des dossiers où j'ai des attestations de résidence fiscale israélienne et la France, à juste titre, puisque c'est aussi un jeu de cache-cache entre
le fiscaliste et l'administration fiscale me dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on va généralement chercher d'autres arguments. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce que je voulais, c'était faire une sorte de petit inventaire et vous expliquer pourquoi le régime peut être favorable ou défavorable fiscalement. Donc, on voit bien que sorti du risque. Alors, on va voir les basiques, les principaux basiques, et puis j'ai gardé pour la fin quelques sujets très, très particuliers comme l'exit tax, mais comme ça ne concerne pas tout le monde, je pense que ce n'est pas utile de faire de longs paragraphes dessus. Donc, premièrement, dans les régimes, dans les conventions fiscales type OCDE, quasiment toujours, les pensions de retraite privées sont imposées dans l'état de résidence. Donc, en devenant résidents fiscaux israéliens, vous allez cesser de payer de l'impôt sur vos retraites. Donc, ça, c'est plutôt un avantage. Alors, attention, entre la théorie que je viens de vous dire et la pratique, il y a juste entre 6 mois, 1 an et des fois 2 ans d'écart. Pourquoi? Parce que depuis 2019, on est sous un régime de prélèvement à la source en France. Donc, je prends l'exemple de quelqu'un qui déciderait de quitter la France le 1er décembre. Il arrive en Israël le 1er décembre et puis, s'il le fait tout seul et s'il n'a pas rencontré un fiscaliste qui a l'habitude et qui va le prévenir et lui dire qu'il y a quand même des choses à faire, il va se dire, ben tiens, moi, en 2023, pourquoi ma caisse de retraite m'a prélevé de l'impôt? Votre caisse de retraite, elle vous prélève de l'impôt parce que la caisse de retraite, elle agit comme un employeur au regard du prélèvement à la source. Elle reçoit de l'administration fiscale un taux de prélèvement à la source et elle vous l'applique. Sauf à ce que vous fassiez un dossier vis-à-vis de chacune des caisses de retraite et pour démontrer que vous êtes non-résident. Alors, le souci, c'est que bien souvent, lorsqu'on est parti ou on part en Israël, on est arrivé depuis 3 mois, 4 mois ou 5 mois, on n'a aucun document. Donc ça, c'est une vraie lourdeur administrative. Alors nous, on a l'habitude de le gérer pour nos clients. Alors, on a même un scoring sur les caisses de retraite. Si vous êtes expert comptable ou médecin ou même avocat, vous avez un vrai problème parce que ces caisses de retraite ne comprennent pas la loi et pour certaines, on est arrivé à des sommations par voie d'huissier. Et donc, qu'est-ce qui se passe en pratique? Pour faire stopper ces prélèvements, il faut caisse de retraite par caisse de retraite, leur écrire qu'elles constatent que vous êtes bien résident fiscaux israélien, donc qu'elles arrêtent de vous prélever. Et lorsque la totalité des caisses de retraite du foyer fiscal, alors on considère qu'un couple part, on peut avoir entre 4 et 6 caisses de retraite différentes selon les activités qui ont été employées. Et c'est à ce moment-là que l'administration va décider de vous rembourser le trop perçu pendant les 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. En pratique, on voit qu'on met quasiment entre 6 mois et 1 an pour stopper tout ça. Donc, c'est bien les pensions de retraite, c'est non imposable, mais entre le moment où on passe à la réalité, de la pratique, de la théorie à la pratique, il y a quand même un chemin. Sur les dividendes, c'est relativement simple. Alors ça fait partie des montages que nous, on utilise énormément. C'est tout simplement l'application de la loi et surtout de la convention fiscale. Juste une petite précision juridique, la convention fiscale, elle est dans la hiérarchie des normes au-dessus de la loi. Or, on me demandait récemment, un de mes clients me disait « mais je ne comprends pas, Georges David, pourquoi vous me parlez de 12,8 alors que dans la convention, il y a 15%, où est l'article ?» Et je lui ai expliqué « mais vous ne le trouverez pas dans les articles. Parce que vous avez quoi? Vous avez effectivement un taux de retenue à la source de 15%. Et pourquoi on applique le 12,8? Parce que le 12,8, c'est le taux interne. Et dans toutes les conventions fiscales, il y a une clause de non-discrimination. C'est-à-dire qu'un non-résident ne peut pas être discriminé par rapport à un résident fiscal. Donc, si le taux interne est inférieur, et les 12,8, c'est dans le package de la flat tax, 12,8 d'impôt sur le revenu, 17,2 de contribution sociale. Donc, on va appliquer le 12,8. Élément extrêmement important,
qu'on regarde par rapport aux dividendes, c'est souvent le sujet principal des personnes qui partent en ayant une double activité. Quand je dis double, généralement même une seule activité de source française. On va être amené à leur diminuer nettement leur rémunération de source française pour jouer sur du dividende, parce que la problématique, c'est qu'il est compliqué d'avoir de l'impôt de source israélienne. Vous avez un impôt israélien qui est quand même plus élevé que l'impôt français, qui démarre beaucoup plus vite. Autre élément important, et c'est pour ça que nous, au mois de décembre, on a beaucoup de clients qui partent, c'est l'impôt sur la fortune. Lorsque un couple retraité, classiquement, vient me voir, il m'explique ils veulent partir en Israël, mais n'ont pas obligatoirement de nécessité de partir immédiatement, ils peuvent attendre un peu. Ils me disent, vous en pensez quoi? Et ben, je leur explique, mais attention, parce que vous avez acheté un bien immobilier en Israël. Alors, quand je dis un, des fois, c'est même deux. Alors, en plus, je parle que de détention officielle. Mais sur une détention officielle d'un bien immobilier en Israël, vous devez le mettre dans l'impôt sur la fortune immobilière. Et puis, la France, ils sont tous, sauf naïfs, ils ont bien compris que le marché israélien était en forte hausse et que la monnaie israélienne était en forte hausse. Donc, il ne suffit pas de dire « j'ai acheté mon bien ». Par exemple, il y a 10 ans en Israël, il vaut 1 million d'euros ou même 500 000 euros. Le problème, c'est que ce qu'il faut faire, c'est normalement prendre la monnaie du pays, le shekel, il y a 10 ans, donner la valeur en shekel aujourd'hui et le convertir en euros. Or, vous avez deux critères d'augmentation. Vous avez l'immobilier qui, en Israël, n'arrête pas d'augmenter, et pas uniquement à Tel Aviv. Moi, je vois des villes moyennes, j'ai des clients quasiment dans toutes les grandes villes israéliennes. On a beaucoup de départs, par exemple, vers Hadera, ou des villes qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années, où vous voyez que l'immobilier est à des niveaux, quand vous le comparez à une ville moyenne française, vous êtes au double, au triple. Donc, entre l'augmentation de l'immobilier et la valeur du shekel, vous avez des sommes énormes. Donc, il y a des vrais sujets de risque à l'impôt sur la fortune. Donc, je dis à mes clients souvent, coupez le plus vite. Et quand on me pose cette question, quand il faut partir, je leur dis, vous venez me voir au mois de janvier ou au mois de novembre, il faut toujours partir idéalement avant le 31 décembre prochain. Donc, ça, c'est un élément, vous serez taxé que sur votre patrimoine français. Alors, avec un élément quand même négatif, parce qu'on va voir que chaque impôt peut avoir son aspect positif et négatif, c'est que votre résidence principale, si vous la conservez, devient une résidence secondaire et donc vous perdez l'abattement de 30%. Autre élément important, les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont importants dans la mesure où si vous avez, typiquement, moi je vois sur les départs, j'ai au moins un tiers de mes clients qui conservent des revenus fonciers de source française. Vous allez voir, parce que lorsque je vais vous parler des désavantages, je vous explique que c'est notamment le cas sur les revenus fonciers, sauf que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Lorsque vous avez de gros revenus fonciers, alors je parle notamment supérieur à 100 000 euros, donc ce n'est pas donné à tout le monde, mais on en voit, nous, un certain nombre. Il se passe quoi? Il se passe que votre imposition va être diminuée. Pourquoi? Vous êtes résident fiscaux français. Votre imposition en France, elle va être dans une tranche marginale à 30, ou plutôt vraisemblablement à 41 ou à 45%, sur lesquels vous allez rajouter des contributions sociales, les 17,2. Or, en qualité de résident fiscal israélien ayant des revenus fonciers de source française, au maximum, vous serez taxé à 30 points. Donc, vous voyez que entre la tranche haute à 45 et la moyenne du non-résident, vous pouvez gagner 15%. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant. Bon. Donc là, on a vu les principaux avantages. Concernant les désavantages ou les zones plus compliquées à gérer, donc une forte imposition sur les petits revenus fonciers. Pourquoi? Parce que, je prends le cas typique, vous êtes retraité, vous avez des revenus fonciers,
mais des revenus fonciers qui vont s'établir entre 10 000 et 40 000 euros, ce qu'on voit en moyenne. Et donc, les personnes viennent me voir lorsqu'ils sont retraités, ils me disent « Super, je n'ai pas payé d'impôt sur ma retraite ». Et je leur dis « Oui, mais ce que vous ne payez pas sur vos retraites, ça va être rattrapé sur vos revenus fonciers ». Pourquoi? Parce que lorsqu'on est résident fiscal français, ça s'intègre dans le cadre général de l'impôt avec un mécanisme en escalier avec les différentes tranches à l'impôt sur le revenu. 11%, 30, 41, 45. Là, il se trouve que dans le cas du non-résident, dès le premier euro, vous allez être taxé à 20%, puis après à 30%. Alors, c'est notamment ce qu'on vous explique sur le précédent slide. Donc, attention, ça fait extrêmement mal. Et en pratique, moi, je vois mes résidents fiscaux français qui conservent des petits revenus fonciers, eux, ils ont une problématique et on voit que bien souvent, au bout de 3-4 ans, ils sont amenés à vendre des biens parce que l'imposition devient juste délirante. Autre élément, traitement et salaire. On a une imposition en fonction non plus du quotient familial lorsqu'on est non-résident, mais en fonction d'un barème. Or, ce barème ne tient pas compte ni du quotient familial, ni des réductions d'impôts, ni des déductions d'impôts. Donc, classiquement, vous allez avoir une imposition qui va être plus élevée, au minimum de 20%, voire beaucoup plus, tout dépend des sommes que vous êtes amené à prendre. Donc, ça, c'est typiquement, il y a 2 cas. Hein. Soit vous êtes chef d'entreprise et dès qu'on analyse votre cas, on va vous dire non, mais vous allez vous calmer sur les rémunérations que vous avez l'habitude de prendre, on va passer en dividende, ou par d'autres mécanismes avec des structures israéliennes qu'on peut être amené à créer. Et puis, si vous êtes salarié, ce qui est plutôt rare parce qu'une personne reste très rarement salariée d'une structure française en passant son temps en France, soit ils acceptent d'avoir une imposition qui va être nettement supérieure, soit on voit qu'ils vont être prestataires pour leur ancienne entreprise ou ils vont être salariés de l'entité israélienne, de leur groupe. On le voit là, moi j'ai un certain nombre de dossiers où des sociétés françaises plutôt importantes sont aussi présentes en Israël et du coup, dans l'intérêt de chacun, il devient totalement résident fiscal israélien et imposé sur les revenus parce qu'il va être salarié de la structure filiale israélienne. Alors là, par contre, quand on compare combien la personne gagnait avant de partir avec l'impôt français et combien elle gagne après avec l'impôt israélien, là pour le coup, c'est un carnage. C'est l'impôt israélien, quand on voit le comparatif avec l'impôt français, et c'est d'ailleurs ce qu'on explique à nos clients, quand vous partez en Israël, c'est bien de penser au régime de l'ALIA, mais 10 ans, ça passe, et ça passe plutôt vite. Donc, au bout de 10 ans, vous allez avoir quand même quelques surprises. Israël n'est absolument pas un paradis fiscal. Alors que la France n'est pas non plus un paradis fiscal, loin de là. Donc, il faut bien vraiment analyser, au regard du critère de votre patrimoine, de vos revenus, comment cela va être géré. Dernier point, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent être fiscaux ou pas fiscaux, qui sont importants de souligner. Premièrement, le régime de l'exit tax. Alors, je n'ai pas souhaité en parler parce que c'est un mécanisme qui concerne uniquement les personnes qui détiennent plus de 50% d'une société ou dont les titres de participation dans la société ont une valeur supérieure à 850 000 euros. Attention aux stocks qui ont donné droit à des actions ou des actions gratuites qui donnent droit à des actions dans des sociétés. On le voit notamment dans les boîtes d'informatique. Le 850 000 chez quelqu'un qui a bossé plus de 20 ans dans une société, on y arrive fréquemment. C'est un vrai sujet. C'est pour moi un sujet extrêmement, on va dire, administratif, très lourd à gérer au départ, mais sur lequel, en réalité, on se rend compte qu'on arrive plutôt à bien atterrir en Israël. C'est-à-dire qu'on arrive quasiment à jamais payer l'exit tax ou à le payer sous des formes vraiment très limitées.
C'est pour moi plutôt un inconvénient pratique, mais derrière, on peut sortir à moindre coût. Après, on a quoi? On a les droits de succession de donation. Alors, facialement, ça constitue un inconvénient. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de convention fiscale entre la France et Israël, et donc vous allez vous trouver dans un certain nombre de cas où la fiscalité israélienne et française, qui est quand même quasiment la plus élevée, la plus coûteuse des pays de l'OCDE, avec des droits de succession que Macron veut en plus augmenter, va poser problème. Dans quel cas vous auriez des droits de succession en France? Premier cas, vous avez vos ayants droit. On va considérer que vous êtes un couple et vous êtes partis en Israël. Soit l'ayant droit, soit la personne décédée est en France. Dans ces deux cas, la fiscalité sera française. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on est dans le cas où un couple est en Israël, il décède, leurs enfants en France ont de la fiscalité et des droits de succession en France. Mais on prend l'inverse aussi. Vous avez un couple résident fiscaux français qui décède, les enfants sont en Israël, fiscalité française. Puis vous avez un troisième cas, c'est si en plus, ou si ça concerne un bien immobilier qui est détenu directement ou indirectement en France, directement parce qu'il est situé à Paris ou à Marseille ou à Lyon, ou indirectement parce que vous avez une société civile immobilière française ou une société à prépondérance immobilière, dans ce cas-là, application des droits de succession français. Alors, ce qui est important, c'est que nous, on demande constamment à nos clients de faire des testaments, et notamment parce qu'on peut avoir des enfants en France et en Israël, et donc on va aller chercher des optimisations par rapport au fait que lorsqu'un enfant est résident fiscal en Israël et que ses parents sont aussi résidents fiscaux israéliens, il n'y a pas de droit de succession, sauf si les biens immobiliers sont en France. Donc, généralement, si on a une répartition entre des biens immobiliers en France et en Israël, on va dire dans le testament pour l'enfant résident fiscal israélien que prioritairement, il bénéficiera des biens israéliens, et pour les enfants résidents fiscaux français, prioritairement, on leur donnera des biens français. C'est comme ça qu'on va être amené à diminuer les droits. Ce qui implique d'ailleurs qu'on se pose la question du régime matrimonial. Et dernier point, mais ça pour le coup, c'est un véritable avantage, mais qui n'est pas fiscal, c'est que depuis 2019, on a eu un changement de réglementation en matière de sécurité sociale. Alors, premier élément, vous n'êtes pas à la retraite et vous avez des revenus de source française. Vous n'avez pas le droit à la sécurité sociale française. Vous n'avez pas le droit, et d'ailleurs, à ce titre-là, on ne vous fera pas cotiser. Et si vous cotisez par erreur et que l'administration s'en rend compte, on vous demandera le remboursement de vos droits. Maintenant, si vous êtes retraité, et ça, c'est la nouveauté de 2019, dans la mesure où vous avez cotisé au moins 15 ans en France, vous aurez droit au remboursement de vos frais et donc à la sécurité sociale française lorsque vous serez soigné en France. Ça, c'est un élément extrêmement important qui était demandé. Alors, les 15 ans, c'est plutôt fait pour éviter les personnes qui viennent en France 3-4 ans et qui pourraient être soignées à vie en France. On voit quelques sujets à ce niveau-là, mais à partir du moment où vous avez passé 15 ans, donc typiquement dans les 6-9 mois qui suivent votre départ de France, vous allez voir qu'automatiquement, grâce aux caisses de retraite qui, elles, sont informées, la sécurité sociale est informée et on va vous transférer vers une caisse spéciale qui a été traitée pour les non-résidents.